What is up, family? We have another Patreon request, and we got Pourquoi en Russie? Encore. Je sais pas si c'est la troisième ou la quatrième, mais anyway, 1987. That was a good year. Good year. Whole 1980s. Very good. Anyway, la défaite en Afghanistan. So I guess Afghanistan fell apart or something. I don't know. Let's go. Damn. What shitty weather is this? What the hell? Oh my god. Episode 3. So we're on the third one. Okay. L'Empire britannique, les États-Unis d'Amérique et enfin l'Union soviétique. Trois des plus grandes superpuissances de l'histoire ont échoué à mettre à terre l'indomptable Afghanistan. Et dans le cas de l'Union soviétique, la sanction de cet échec en fut des plus sévères, avec la disparition du pays tout entier. On entend souvent dire que l'Afghanistan était le Vietnam des soviets. Et en effet, les deux guerres partagent bien de points en commun. Un rapport de force déséquilibré, un enlisement de plusieurs années, des batailles rangées se transformant en guérilla, une guerre incompréhensible pour l'opinion publique, le tout dans un pays lointain. Ah, non. Sur ce dernier point, nous n'allons pas être d'accord. Car si le Vietnam était à l'autre bout du monde pour les États-Unis, séparé par le plus grand océan de la planète, l'Afghanistan était lui tout juste de l'autre côté de la frontière de l'URSS. Et l'Union soviétique n'aime pas lorsqu'il y a du raffut à ses frontières. Cela faisait déjà plusieurs années que l'Afghanistan était un pays hautement instable, avec des guerres de clans, des rébellions internes, des coups d'État, la guerre civile. Une situation inquiétante. Cela dit, Brejnev, qui était au pouvoir, aimait bien profiter de la vie. Il ne souhaitait pas trop s'embêter de ce genre de problème. Tant qu'il ne se faisait pas attaquer, il ne veut pas, officiellement, envoyer son armée assaillir des pays étrangers. Et bien que c'était tout de même arrivé localement, dans le bloc de l'Est, envahir militairement des pays, ce sont des méthodes impérialistes américaines, disait le Kremlin. Et en effet, la guerre d'Afghanistan est la première et seule guerre à laquelle participera officiellement l'armée rouge, après la Seconde Guerre mondiale. C'était son seul conflit officiel. Donc jusqu'alors, la décision était de ne pas bouger. La situation du voisin afghan est à observer avec précaution, au cas où ça déborde de notre côté de la frontière, ou que le pays devienne ouvertement pro-américain, mais dans That was never gonna happen. un cas comme dans l'autre, il était peu probable que ça arrive. Moscou et Washington se tiraient déjà la corde à l'époque pour se mettre Kaboul dans la poche, mais d'une entente cordiale, c'était plutôt un territoire non aligné. Sauf qu'il va se passer une chose qui va littéralement faire exploser de rage Brejnev, l'énerver au plus haut point. Wow. Those are the biggest eyebrows I have ever seen in my entire life. In my entire life, I have never seen a skid mark across somebody's face. And that, oh yeah, those are my eyebrows. Are you sure a car didn't brake check on your forehead? What? Damn! Vraiment. I've never seen such big... Une chose qui va littéralement faire exploser de rage Brejnev, l'énerver au plus haut point. Dans le bazar général que connaissait le pays, des communistes afghans ont fait un coup d'État, en solo, et ont réussi à prendre le pouvoir sans l'aide de personne. Et pourquoi est-ce que ça embête Brejnev ? Eh bien parce que l'URSS, à ce moment-là, ce sont les représentants du communisme dans le monde entier. Rien n'était fait sans leur contrôle, ni leur approbation. Pas un seul coup d'État, révolution ou groupuscule communiste n'agissait sans leur bénédiction. Au moins implicite. Et là, 3 hurluberlus font un coup d'État en leur nom. À partir de ce moment-là, c'est terminé. Brejnev ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Et l'URSS adoube officiellement le gouvernement communiste d'Afghanistan.
Sauf qu'il y en a un pour qui tout ce rebattement de cartes, Like the Americans found out very quickly, that is not a fun country to battle in. That is not a nice place to have war. These guys, they live and die for that. They're in their caves under the rocks waiting. They will sit there 18 hours in a row without even drinking. Like, I'm waiting for you. Let me show me anything and I'll shoot it. Like, they are waiting, ready. That's all they live for. And the terrain is horrible for war. And tanks and trucks and cars, it's horrible. You're in the mountains. You're in the Rocky Mountains where, like, you can't even believe people live in that. And they're like, oh yeah, they're all hidden. You don't even see them. And then you just go down like the little valley and like 3,000 of them show up out of nowhere and start shooting at you. Like, yeah, not a nice place to have war. Afghanistan, not a nice place. ça l'irrite énormément. Ce sont les Américains qui ont perdu énormément d'influence dans la région ces dernières années. Ils venaient de perdre l'Iran avec la révolution islamique, ils n'avaient pas les faveurs de l'Inde qui tendait beaucoup à gauche, et l'Afghanistan était maintenant officiellement passé du côté des rouges. Il ne restait plus que le Pakistan pour eux, en Asie centrale. Yeah. Ils lancent alors de là-bas ce qu'il se nommera plus tard l'opération Cyclone, pour aider les rebelles afghans en leur fournissant armes, services d'espionnage et conseillers militaires afin de stopper l'expansion du communisme dans cette région stratégique du globe. L'URSS souhaitait l'inverse, que les États-Unis ne s'établissent pas durablement à leur frontière sud. Mais ils avaient également une autre crainte, encore plus grande que celle de la menace Encore plus grande de McDonald's. capitaliste. En effet, la révolution islamique en Iran leur fait peur. Sur les 300 millions d'habitants qui composaient l'Union soviétique, 50 millions étaient des musulmans pratiquants. Yeah, you don't want your own people going against you. Habitant majoritairement dans le sud du pays justement, là où se passaient tous ces remous. Le Kremlin avait peur que les musulmans soviétiques soient eux aussi contaminés par les aspirations révolutionnaires de ces États limitrophes. Il était donc dans leur intérêt que le gouvernement communiste en Afghanistan prenne durablement ses racines, afin que ce pays devienne un tampon entre l'URSS et l'islam. Et on peut se poser la question, comment cela se fait-il qu'il y avait des musulmans en URSS alors que le communisme était opposé aux religions et que les soviets promouvaient l'athéisme? On se rappellera notamment de Gagarine, premier homme dans l'espace dont le gouvernement avait fait déclarer, une fois qu'il était rentré sur Terre, que lorsqu'il était au ciel, il n'avait pas vu de Dieu. Eh bien, la capacité prosélytique du christianisme avait bel et bien été étouffée. Mais les soviétiques ne réussiront jamais à faire de même avec l'islam, qui continuera de progresser et d'être pratiqué, bien que de manière très intime et hautement réglementée par les autorités. Et c'est la politique que mèneront les nouveaux communistes afghans dans leur pays, en copiant directement le modèle de leur grand frère, l'Union soviétique. Ils enchaînent évidemment les réformes agricoles, industrielles, mais sur le volet social, ils adopteront eux aussi l'athéisme d'État. Et cela ne passe pas. Si la population urbaine accueille avec un certain enthousiasme ces nouveaux changements, le monde rural, lui, soit la grande majorité de l'Afghanistan, vont quant à eux considérer qu'il s'agit d'une trahison idéologique face à la tradition et la religion. Le gouvernement communiste commence à se faire détester dans tout le pays pour ses doctrines et pour ses méthodes pour les faire respecter. Les différentes luttes tribales de guerre civile qui avaient eu lieu durant toutes les années précédentes s'arrêtent subitement et forment tout d'un coup un front commun contre ce nouvel ennemi qu'est le gouvernement communiste de Kaboul. L'opération Cyclone, lancée quelques mois plus tôt et soutenant cette opposition asymétrique sous forme d'insurrection islamique, n'arrange pas les choses pour les communistes. Et totalement dépassé par tout cela, le gouvernement afghan demande de l'aide à plusieurs reprises à l'URSS et il demande même une intervention militaire. Mais de l'autre côté, pas de réponse de Brejnev. Car rappelez-vous, il ne voulait pas trop s'en mêler. Mais il va très rapidement se faire forcer la main. Car ne trouvant pas de soutien chez les soviétiques, les dirigeants afghans commencent à se rapprocher de l'administration américaine, du coup. Which I find amazing. Difficile de leur reprocher de faire jouer la concurrence. Ouais.
De plus, les rebelles musulmans font d'énormes avancées sur le champ de bataille militaire et idéologique. Le communisme recule sur tous les fronts et Brejnev est mis sous pression par son administration. Car selon les informations de leurs espions à Kaboul, le KGB soviétique estime que l'Afghanistan pourrait bientôt tomber aux mains des Moudjahidines et que le risque de contagion islamique sur le sud de l'URSS n'est plus qu'une question de mois. Sans même parler du fait que l'Afghanistan deviendrait une arrière-base anticommuniste pour des missiles américains à leurs frontières, mais qui serait là un problème mineur, au vu du reste. Malgré des opinions divergentes, que ce soit à l'armée, que ce soit au KGB ou que ce soit au parti, sur la nécessité et les conséquences d'une telle opération, il est finalement décidé qu'une attaque préventive était indispensable, afin que l'Afghanistan ne passe pas dans le camp ennemi, aussi bien au niveau des adversaires religieux que capitalistes. Bref, aux yeux du gouvernement soviétique, l'invasion de l'Afghanistan n'est pas juste une folie sur un coup de tête de Brejnev. Il y a de réels enjeux stratégiques. 1. Stopper l'influence américaine. 2. Stopper l'islam. Et c'est sur ce deuxième point. C'est plus difficile de stopper l'islam ou stopper McDonald's. Ouh, ça c'est... Ouh, ça fait réfléchir. C'est quoi le plus fort? Je crois McDonald's. Que l'URSS s'est énormément trompée en pensant que l'Afghanistan est un conflit à l'européenne, à savoir que l'on se bat contre une armée et une fois qu'on a capturé la capitale du pays, on a gagné la guerre. Là, c'est un conflit de l'Orient compliqué, avec des insurgés. L'URSS avait la capitale, l'URSS avait l'armée afghane, l'URSS avait le gouvernement, l'URSS avait la supériorité matérielle et technologique. Mais l'URSS a perdu, car les règles du jeu sont totalement différentes. Sauf que vu de l'extérieur, c'est un conflit de David contre Goliath, qui du coup avait soudé tout le monde musulman. Tu vois, ils sont là, ils attendent dans les montagnes. Avec des shit there except a lot of cailloux. Venant en soutien politiquement et financièrement aux Moudjahidines, leurs frères, persécutés par le géant rouge. Et même les non-musulmans, tous ceux qui étaient contre l'Union soviétique, soutenaient les rebelles afghans. Même les Chinois, qui ne portaient plus trop les soviétiques dans leur cœur depuis la fin du stalinisme, ils annonçaient que la Chine est la meilleure amie de l'islam, que l'islam est une religion nationale en Chine, contrairement aux soviétiques qui considèrent l'islam comme un élément nocif duquel il faut se débarrasser. La guerre en Afghanistan n'est plus un simple et ennuyant conflit entre deux pays comme il y en a tant aux yeux du monde. Cette guerre devient l'affrontement spectaculaire de l'athéisme soviétique contre la foi en l'islam. Et si ce n'était l'islam précisément, contre la liberté religieuse pour les États-Unis, notamment. Dernier conflit chaud de la guerre froide, il prend une allure de guerre mondiale au vu de l'implication qu'a chaque pays de la planète dans cet affrontement. À la différence que cette fois-ci, toute la planète est contre l'URSS, car diplomatiquement l'URSS déçoit même ses propres alliés, ainsi que les partis communistes du monde entier, en envahissant un Afghanistan sans défense. Ce sont des méthodes impérialistes américaines. Ils ne comprennent pas ce qui a poussé l'URSS à prendre une telle décision. Tout l'Occident dénonce bien évidemment l'agression et boycotte l'URSS, notamment en ne participant pas aux Jeux Olympiques organisés à Moscou, événement sur lequel l'Union soviétique comptait beaucoup pour promouvoir son modèle. Et sur le terrain, la population n'acceptait pas de rejeter l'islam pour le communisme. Pourtant, les soviétiques avaient les moyens de l'imposer. L'URSS avait des satellites, mais à quoi ils servent si les ennemis se cachent dans des grottes? Tu vois? L'URSS avait le KGB, le GRU, qui était l'équivalent de la CIA pour espionner leurs adversaires. Mais à quoi ils servent si l'adversaire agit de manière totalement improvisée et qu'il n'y a aucun plan à débusquer? L'URSS avait les meilleurs missiles de la planète pour abattre hélicoptères et avions de chasse. Ils ont pas ça. Il n'y en avait aucun en face. Bref, à sa rentrée en guerre, l'armée soviétique était excellente sur le papier. Et dans les faits, au vu des différentes guerres par procuration les décennies précédentes. Mais dans le cadre d'un conflit contre l'OTAN, pas contre l'Orient. Car oui, à partir des années 60, les capacités militaires de l'URSS deviennent réellement inquiétantes pour l'Occident, vu qu'en recherche et développement, les communistes
arrive à prendre de l'avance. Que ce soit pour l'équipement individuel, que ce soit dans le domaine des blindés, que ce soit dans le monde de l'aéronautique, que ce soit dans l'espace, hormis sur les mers, les percées technologiques de l'armée rouge la mettent presque sur un pied d'égalité avec l'armée américaine. Cependant, en Afghanistan, il ne s'agissait pas d'OTAN, mais d'Orient. L'armée soviétique y débarque avec des transports de troupes protégés contre les radiations atomiques, mais pas contre les balles. Car dans un conflit nucléaire, il n'y a plus personne pour les tirer, les balles, selon la doctrine soviétique. Également, étant donné qu'il devait s'agir d'une petite opération militaire servant juste à refaire une santé au gouvernement afghan puis de rentrer à la maison, les soviétiques y interviennent en sous-nombre par rapport à ce que demandait réellement la situation. Aujourd'hui, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, il est estimé qu'il était nécessaire d'envoyer au minimum 1 million d'hommes, pas pour gagner la guerre, ne serait-ce que pour quadriller la frontière pakistanaise, par laquelle transitent nouvelles armes, nouvelles munitions, nouveaux combattants. Les soviétiques, quant à eux, n'enverront qu'au maximum 100 000 soldats, devant être dispersés sur tout le territoire afghan. Good luck. Ils ont malgré tout réussi à renverser le gouvernement, capturer toutes les villes, et remplissaient correctement leurs objectifs militaires, mais le pays reste à 80% contrôlé par les rebelles. Les vastes zones rurales, notamment, dont la capture avait été déléguée à l'armée afghane. L'armée rouge les équipait, l'armée rouge les formait, et c'était ensuite à eux d'aller reprendre le contrôle de toutes ces zones. Et ici, on peut dire que l'armée soviétique a fait un meilleur travail que l'armée américaine 10 ans plus tard. Oui, I agree there. Car lorsque les soviétiques ont quitté l'Afghanistan, le gouvernement de Kaboul avait tenu presque 3 ans avant de céder. Lorsque les Américains ont quitté l'Afghanistan, le gouvernement It took like 24 hours. n'a même pas tenu 24 heures. I was just saying that as a joke. Et voilà, 24 hours. Et s'est effondré le jour même du départ, produisant des images dignes du retrait américain au Vietnam. Mais pourquoi n'ont-ils pas envoyé plus d'hommes en Afghanistan alors, pour en finir une bonne fois pour toutes? Eh bien, parce que les soviétiques, ils ne les avaient pas, ces hommes-là. Les 100 000 utilisés étaient à peu près tout ce qu'ils avaient disponible à projeter, sans mobilisation générale. Car l'armée soviétique avait bel et bien des millions de soldats actifs, c'est vrai, mais ces millions étaient répartis sur les infrastructures couvrant tout le territoire du plus grand pays au monde, et même au-delà, le long du rideau de fer. God damn it, man. Jesus, that's a lot of tanks. En Europe. Ajouté à cela, ils n'étaient pas inclus dans leur doctrine d'entretenir des forces de projection, car souvenez-vous, ce sont des méthodes impérialistes américaines. Là où l'URSS se concentrait avant tout sur la défense de son périmètre géographique. Et sonner la mobilisation générale, donc déclarer la guerre à ce petit pays qu'est l'Afghanistan, car officiellement l'intervention armée en Afghanistan était juste une aide militaire internationale, et leur déclarer la guerre ce serait incompréhensible pour l'opinion publique de la seconde superpuissance mondiale, et 2, ce seraient des méthodes impérialistes américaines. Oui. Cette opération militaire est donc une véritable remise en question idéologique pour l'administration soviétique. Et ça ne sera pas la seule chez les communistes, car le rôle et la capacité de la religion à cimenter l'unité nationale, l'islam en l'occurrence pour l'Afghanistan, eh bien elle sera elle aussi complètement méprisée dans leur tentative à ramener le peuple afghan de leur côté. Donc en tout et pour tout, l'intervention en Afghanistan se fera avec une gigantesque erreur de doctrine à engager, en employant des moyens colossaux inadaptés à ce théâtre d'opération de guérilla, ingagnable, quel que soit le nombre de soldats, sans le soutien des autochtones, le tout avec une compréhension culturelle totalement erronée sur la population à convaincre. Quelques années plus tard, un scénario quasi identique se reproduira lors de la guerre en Tchétchénie. Prise de la capitale sans que cela ne termine le conflit, supériorité technologique et matérielle sans résultat contre des insurgés, aide diplomatique, financière et militaire du monde musulman en direction des combattants tchétchènes. La seule différence cette fois, c'est que les Américains étaient du côté de la Russie, la Russie étant devenue un allié entre-temps et l'islam, leur nouvel adversaire. Mais les soviétiques, cette armée et ces armes, toutes ces technologies, ils l'avaient payé. Cher, très cher. C'est jusqu'à 30% du PIB qui partait dans les dépenses militaires dans les années 80. 30% de toutes les richesses produites par le pays. C'est de la pure folie. Même la Chine, qui s'arme à fond les ballons ces 10 dernières années,
tourne autour de 2 à 3%. Car autrement, c'est autant d'argent en moins pour les infrastructures publiques, le social, l'éducation, la recherche et j'en passe. En sachant cela, l'administration Reagan va en profiter pour encore plus enfoncer et ruiner les communistes sur les dernières années de l'URSS. Lorsque Reagan arrive au pouvoir, il scande « America is back » et il tient sa parole. Les USA sont de retour partout, sur tous les fronts. Il finance des groupes anticommunistes dans le monde entier, sur tous les continents, Asie, Afrique, Amérique latine, le tout avec une épatante efficacité. L'URSS devait surenchérir pour garder le terrain et résister aux provocations. En Afghanistan, l'aide américaine atteignait jusqu'à 3 milliards de dollars constants par an pour fournir armes, formation et équipements. C'est une somme intéressante pour de l'équipement individuel, surtout lorsqu'on sait que ça a été efficace. It's good to know where your tax money's going. Cependant, de l'autre côté, l'Union soviétique dépensait 6 milliards de dollars constants par an, juste pour aider le gouvernement afghan à rester en place, sans même compter tous les frais annexes liés à la présence de son armée dans les montagnes de ce pays. Pour chaque dollar dépensé par les Américains, les Soviets devaient en dépenser au minimum le double. Et ce sur tous les conflits, sur tous les continents. Et ces sommes colossales étaient brûlées, alors même qu'en URSS, il commence à y avoir des difficultés pour s'alimenter. En bref, Reagan a ruiné l'URSS en l'entraînant dans tous ces conflits. Parfois même de manière antidémocratique, contre l'avis de son congrès qui n'osait pas aller si loin face à l'URSS. Et dans tout cela, l'Afghanistan a été le point d'orgue de cette stratégie pour assécher les finances communistes. Il ne fallait pas les laisser gagner. Mais il ne fallait pas les laisser perdre non plus. Le but du jeu étant qu'ils restent dans la partie le plus longtemps possible, car tant qu'ils jouent, ils dépensent. Mais Gorbatchev, n'ayant plus de pièces à mettre dans la machine pour continuer la partie, cède et tente l'apaisement avec les USA, en déclarant laisser le terrain et retirer ses troupes d'Afghanistan à partir de 1987, et en signant des traités de désarmement jugés très défavorables à l'URSS. C'est la défaite. Et bien que ce soit contre l'Afghanistan que l'URSS se battait, c'est avec les USA qu'il signe la fin du conflit, montrant bien à quel point ce conflit dépassait le cadre du seul pays d'Afghanistan. Le problème, c'est que Gorbatchev apparaît toujours souriant lorsqu'il est aux côtés de Reagan, alors que ce dernier était en train de tuer les soldats soviétiques aux yeux de l'opinion publique, ce qui commence à grandement irriter la population et même le Parti communiste. Des rumeurs qui sont à ce jour restées au stade de rumeurs commencent elles aussi à circuler, que Gorbatchev est un traître, Gorbatchev est un vendu, plus farfelu, que Gorbatchev est un agent de la CIA ayant trahi l'armée et souhaitant détruire le pays, polémique ayant repris de l'importance en 2004, lorsque Gorbatchev est allé présenter ses respects aux funérailles de Reagan, alors que c'est l'un des plus grands ennemis de l'URSS, pourquoi pactise-t-il autant avec l'ennemi ? Se demande l'opinion. Mais en réalité, c'est un coup très innovant, pour l'époque, de la part de Gorbatchev, de collaborer avec les Américains. Car au sein du parti... You know what the saying is, right? Keep your enemies the closest to you. Don't forget that. Il perdait de plus en plus d'autorité et de soutien. Construire la future URSS avec l'appui des États-Unis, cette fois, ça lui ouvrait... Wow, look at that. Look at that. Wow, that's a picture, huh? De très larges possibilités que son parti ne lui aurait jamais accordées. La guerre, qu'elle soit froide ou chaude, avait été perdue maintenant, et sauver l'Union soviétique avec l'argent et les investissements de son ancien adversaire, première puissance mondiale, était mieux que de voir le pays éclater. Sauf que ce qu'il ignorait à ce moment-là, c'est que les USA voulaient l'éclatement. Et qu'ils jouaient un double jeu avec lui. Car un autre communiste lui avait coupé l'herbe sous le pied, un autre communiste avait contacté les Américains en premier. Yeltsin. Exclu du parti pour avoir prononcé en public les fameux mots tabous et interdits de lenteur, corruption, bureaucratie, il n'a pas été soutenu par Gorbatchev dans ses dénonciations et s'est fait massacrer par le Parti communiste, renvoyé avec la rancœur d'avoir été abandonné par le chef de l'Union soviétique, qui pourtant était sur la même longueur d'onde que lui, avec la volonté de secouer le parti. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas défendu ? Eh bien, parce que Gorbatchev, il essayait d'être conciliant avec tout le monde. Il ne voulait pas se mettre le système à dos.
Et Yeltsin devenait bien trop tapageur pour lui. Du coup, Yeltsin, seul, fait appel aux Américains pour construire avec eux, non pas la future URSS, mais la future Russie, cette fois. Yeltsin voulait la chute de l'URSS et l'indépendance de la Russie, en s'affichant comme le leader de cette nouvelle tendance indépendantiste, face à une Union soviétique en perte de souveraineté. Car dans le règne animal, le dominant est celui qui a la capacité de sanctionner, mais également de protéger. Or, avec Tchernobyl, l'Union soviétique s'est montrée incapable de protéger ses habitants, et avec l'Afghanistan, incapable de sanctionner qui que ce soit non plus. Ouais. Bref, l'URSS avait perdu toute autorité naturelle. Pour les 15 pays faisant partie de l'Union, il n'y avait plus de raison d'obéir aux communistes. Aux yeux de l'opinion publique soviétique, comme l'a montré l'Afghanistan, il est désormais possible de se rebeller et de gagner face à l'armée rouge toute puissante. Et selon Yeltsin, il était même indispensable de le faire. Cette fois, c'est sûr, l'URSS va disparaître. Ouais. And it did. And it did. I don't know if they're in better shape or not these days. Whew, I don't even know anymore. But it's pretty incredible, people, when you see a map like this, and this the size of the red is unable to beat the blue. And the same thing with the United States. Same thing with, I think, any country that would attack, unless, like he said, you every single thing you have, you dump into there. Every single millions and millions of soldiers, because you're going to lose 10 to each one of theirs. Because they know their land like the back of their hand, and we don't know shit except for rocks, and mountains, and rocks. And that's it. They know everything about their country. They know exactly where to go, how to hide, how to do a surprise attack. And I mean, he couldn't have said it any better. He couldn't have said it any better. We know how to attack planes. We know how to destroy tanks. We are prepared. We are the number one in the world. We know how to... Shit, let's go. What? You don't have battleships? Oh. Well, you must have... You don't have helicopters? You don't have planes? You don't have tanks? You just got people hiding in a cave with a gun? How the hell do you fight that? Unless, like you said, you need at least 1 million soldiers. Maybe China could do it. Maybe China could go in there and take over if they wanted to. Maybe. Because they got the manpower, I'll tell you that much. I think their army alone is like, I don't even know how many millions of people, but it's and what's amazing, what's really blowing my mind, is after all of this, for the world to see, the United States. I mean, I understand we went in there to kill Bin Laden. I understand that, but none of it. And then we hung around for, I don't even know, 5, 6, 10 years. I don't even know how long because Afghanistan is going to become. It's going to be ran by its government. They're going to turn to democracy. Everybody's going to be able to vote. I mean, they didn't learn anything from this. Nothing. And like they said, literally the helicopter was leaving, and all the radicals were taking the country back right away. It's like, oh, thank God those idiots are leaving finally. Now let's put everything back the way it was. Let's undo everything they thought that was going to happen. Same thing with Russia. Same thing. I'm sure you got to really think carefully when you go after countries like this. They're a pain in the ass. They are a pain in the ass to have war with. I'll tell you that. All we think, and where you going to drive? Right? You probably saying to yourself, yeah, but we could kill them with drones. But how? What's the drone going to do? They're all in the mountain. It's like, you could probably drop a nuclear bomb on Afghanistan, and you'd be like, did we even kill anybody? What? Do you see any casualties? I don't see nothing. It just looks like the same desert looking rock land that I've ever, it just looks completely empty. They're all hiding. After the bomb goes off, they all come out. Okay. Let's see what all their bombs destroyed.
Their bombs destroyed nothing because there's nothing here. There's nothing here. There's no cities, towers. There's no skyscrapers. Banks, businesses booming. There's no. I don't even know how you. I don't even know how you destroy something of theirs where they would be like, oh my God! Do you see what they destroyed our whatever? That's the one thing we care about the most. No, the only thing they care about the most is Allah. That's it. Nothing materialistic. Nothing. So I don't. Again, that's one country I just wouldn't want nothing to do with. Nothing to do with. Seriously. I mean, yes, they have a border. I get it. There is a border. Well, what are you worried about? See, they can't attack because they have nothing. But they could defend. They could definitely defend. Anyway, interesting. Another interesting video from this guy who just seems to know everything about Russia, and we'll see what he enlightens us with next time. Okay, take care. Peace out. À la prochaine.